d'Alexandriou, qui a donc soutenu l'an passé un master à l'université de Rouen, donc sur la question de la social-démocratie tchèque, qui pose évidemment, on disait qu'on n'allait pas parler des Allemands, bon, de fait, nous sommes au cœur de l'empire austro-hongrois, enfin de la partie autrichienne, et c'est là qu'évidemment s'entremêlent un certain nombre de problématiques spécifiques. Sans plus tarder, donc je lui laisse la parole sur ses regards de socialistes tchèques sur les événements d'octobre 1917. Toujours merci. 15 minutes. Pardon. Toujours 15 minutes, d'accord. Donc je vais essayer d'être bref. Oui, donc tout d'abord, je reprends... Micro, pardon. Comme ça ? Ah oui. Donc je reprends vos propos à l'instant sur le fait qu'effectivement, de même que Paul Pasteur disait qu'il est impossible de parler de l'histoire autrichienne sans traiter l'Allemagne, on peut difficilement traiter le cas tchèque, surtout au 19e, 20e, sans traiter de son corollaire autrichien, siège de l'Empire, en tout cas de sa partie cislétanienne. Donc d'abord, je voudrais insister sur quelques éléments de type méthodologique, sur la démarche qui fut la mienne et ses limites avant de rentrer dans le propos à proprement parler. Donc il s'agit d'une étude qui a été réalisée à un instant T sur la base d'un corpus de sources relativement réduit et d'une bibliographie qui est loin d'être exhaustive. Donc par conséquent, c'est le propre d'un travail historique d'ailleurs, il ne s'agit pas ici d'asséner des vérités immuables, mais ce que je vais avancer pourra tout à fait être discuté, et moi-même peut-être dans quelques années, je serai le premier à le réévaluer sur la base de sources nouvelles. Donc voilà, je voulais le préciser et prendre une certaine distance par rapport aux propos qui vont suivre. Donc pour en venir maintenant au cœur du sujet d'aujourd'hui, donc comme le rappelait Jean-Numa Ducange, regard des socialistes tchèques sur les événements d'octobre 1917. Donc plusieurs éléments en fait qui méritent d'être clarifiés en guise d'introduction, notamment des éléments qui tiennent à la structure même de la Bohème durant cette période, donc de fin de guerre, et qui complexifient un petit peu les choses. Donc déjà, il faut replacer le rapport des Tchèques dans leur ensemble à la guerre, car en effet, contrairement aux Allemands d'Autriche, ils ne se considèrent pas à proprement parler comme des belligérants, mais au contraire, ils affirment une certaine neutralité, une certaine passivité à l'égard de la guerre, et vont y participer, je ne vais pas dire contre leur gré, mais parce qu'il le faut, suite à l'appel général. Donc ça, je pense que c'est un élément important justement pour éclairer certaines prises de position. Il faut également... rappeler quelques éléments un petit peu antérieurs, c'est-à-dire que, comme vous le rappeliez également, il y a des fortes tensions nationales qui règnent au sein de l'Autriche-Hongrie à la fin du 19e, début 20e, qui vont trouver donc une exacerbation en 1897 avec les ordonnances de Casimir Badeni. Donc je ne vais pas revenir sur le détail, mais grosso modo, à partir de là, on va assister à une radicalisation des positions quant à l'indépendance, notamment de la part des Mladošević et le parti jeune tchèque, qui par la suite va effectuer un certain rapprochement avec les sociodémocrates dans une période qui nous correspond davantage, et donc qui vont réclamer à partir de 1997 une indépendance sur des bases très proches de celle du modèle de l'État-nation au sens contemporain du terme. Les socialistes tchèques donc, n'ont pas immédiatement basculé à la fin du 19e dans ces extrémités indépendantistes, notamment la ligne Schmeral, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, mais néanmoins la question d'une autonomie accrue va monter en puissance et va davantage parasiter les rapports avec leurs camarades fédéraux allemands d'Autriche qui détiennent la centrale de Vienne. Ensuite, en 1914, donc, ces débats nationalistes ont imprégné toutes les composantes politiques de la société tchèque. Donc désormais, il ne faut plus du tout raisonner en termes d'une gauche internationaliste et d'une droite nationaliste, comme on pourrait le voir en Europe occidentale. Bien au contraire, j'ai envie de dire qu'on trouve un petit peu de tout partout, à commencer par notamment un discours nationaliste relativement prégnant au sein de la social-démocratie, et allemande d'Autriche et tchèque. Et ça, je pense que c'est vraiment important, parce qu'en fait, plusieurs historiens, justement, ont vu un petit peu, comment on pourrait dire... une sorte d'escalade qui est sur les dernières décennies, justement, entre ces deux composantes qui a un petit peu parasité le discours socialiste de l'Empire d'Autriche. Et enfin, dernier point d'introduction, dernière date, 1918, donc les défenseurs socialistes du maintien du cadre multinational furent totalement discrédités, à commencer par Schmeral, qui a voulu garder le cadre de l'Empire d'Autriche pour des raisons idéologiques, notamment garder le cadre de la petite internationale qu'il voyait en fait comme une sorte de concrétisation de l'idée internationaliste, dans le sens où de nombreux peuples se côtoyaient. Il était extrêmement proche d'ailleurs de Otto Bauer et Karl Kautsky. Donc on va voir une ligne d'un Tchèque
qui va être davantage proche des dirigeants autrichiens que de ses camarades dirigeants de la direction du Parti social-démocrate tchécoslave, qui était à la base l'organe, on va dire, fédéral tchèque de la social-démocratie supranationale post-Einfeld en 88. Et enfin, il faut voir que la ligne autonomiste du Parti social-démocrate va, elle, se rallier à la fondation de l'État tchécoslovaque sous le patronage intellectuel et moral de Tomáš Garrigue-Masaryk, qui fut le premier président de la République tchécoslovaque, et donc sur lequel je vais revenir aussi très brièvement. Alors, donc, je vais traiter de ça en 3 parties très courtes. Donc, une première, le précédent de la Révolution russe de 1905, parce que, on va voir pourquoi. Le deuxième, octobre 1917, vu par les sociodémocrates tchèques dans un contexte de guerre. Et enfin, dernière partie, les conséquences à retardement des événements de 1917 en Tchécoslovaquie. Donc, ayant davantage travaillé sur la réception de la Révolution russe de 1905 et voyant certains éléments, entre guillemets, une certaine influence qu'elle va avoir dans l'évolution du discours et des pratiques de la social-démocratie autrichienne, qui vont, d'une certaine façon, avoir par causalité des répercussions en 1917, je pense qu'il est important d'y revenir brièvement. Donc sans refaire l'événementiel de cet événement qui est hors sujet chronologiquement, mais important à la mesure où cette agitation révolutionnaire totalement inédite au sein de l'Empire russe eut un impact majeur au sein de la social-démocratie européenne. Chez les sociodémocrates tchèques et allemands d'Autriche, c'est à la fin de l'année 1905 que l'intérêt commence à grandir suite à la proclamation de la constitution du tsar Nicolas II et à la création d'une assemblée, législative, ou en tout cas consultative, qui est la Douma. Et pourquoi donc un tel intérêt de leur part ? Car depuis plusieurs années, en fait, la grande revendication des sociodémocrates et socialistes de Cislétanie, c'est l'obtention du suffrage universel, qui va vraiment être en fait un événement catalyseur dans la social-démocratie tchèque, qui va leur permettre de tenir entre les différentes composantes nationales, car au moins sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Et cette revendication partagée n'a toujours pas abouti en 1905-1906, et donc les sociodémocrates commencent à s'agiter un petit peu et voir que dans le même temps, en Russie tsariste, donc un pays considéré par les socialistes comme féodal et comme le meilleur et pire exemple d'illustration de l'autocratisme, les Russes parviennent à arracher au tsar des droits fondamentaux et la constitution d'une Douma, ce qui est vécu d'une certaine manière comme une humiliation dans la mesure où l'Autriche cislétanienne disposait tout de même d'une législation et d'un libéralisme politique qui était à la pointe dans les grands empires centraux. Donc cette révolution russe qui eut pour conséquence directe un regain de mobilisation pour l'obtention du suffrage universel dans les grandes villes de Cislétanie, notamment Prague et Vienne, à grand renfort de presse. Donc là, on a toute une presse social-démocrate également qui est revenue sur ces événements et sur lesquels je ne vais pas m'attarder, au terme de très grandes mobilisations. Donc par exemple, plus de 100 000 personnes à Prague, et ce qui est un exploit quand on connaît la propension des Tchèques à la manifestation. Chez eux, 5 personnes, c'est une manif, et 10, une révolution. L'empereur accéda... Heureusement que vous connaissez bien les lieux. Parce que... donc l'empereur accéda à leur requête, consentit à octroyer le suffrage universel en 1906, et dont les premières élections sur ce mode se tinrent en 1907 et donnèrent pour résultat de propulser la social-démocratie à la seconde place des formations politiques d'Autriche-Hongrie, avec plus de 87 députés. Donc somme toute une conséquence directe et majeure de répercussion d'un événement politique sur un autre territoire avec des revendications distinctes, et un événement donc important à avoir à l'esprit pour éclairer la suite des événements, car... Là, on a donc un tout premier impact, et notamment, un événement exogène qui est la révolution russe dans un territoire russe, qui va avoir une conséquence endogène, c'est-à-dire un regain de mobilisation pour des revendications nationales qui n'ont pas grand rapport. Donc, octobre 1917, vu par les sociodémocrates tchèques. Donc, je vais aller très vite. Ce fut le cas ici donc, au sujet de la révolution d'octobre 1917 au sein de la social-démocratie tchèque. Les journaux étudiés donc, ne semblent pas du tout en fait, faire grand cas. Pour tout vous dire d'ailleurs, j'ai trouvé aucun journal de 1917 entre guillemets, qui allait traiter en une la révolution russe. C'est comme si elle était absente d'une certaine façon. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est lors de la fête des travailleurs du 1er mai, donc grande fête de la social-démocratie, qui donne lieu à la publication d'un journal annuel qui est le journal justement du même nom, 1er mai, et pour lequel on va assister donc à la revendication de la paix mondiale. Donc là, je me suis dit, bon, ça y est, on a un premier élément, entre guillemets, corrélatif à la révolution russe, et non parce qu'en fait, donc, cette revendication du 1er mai 1918 est exactement la même que celle du 1er mai 1915. Donc là, il y avait le diapositive, malheureusement, je ne peux pas le montrer, mais grosso modo, donc ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'impact direct de la révolution d'octobre dans le cours politique des événements au sein de la Tchéquie.
Donc je vais aller extrêmement rapidement, pour pas dépasser le temps. De plus, il faut savoir aussi qu'une branche de la social-démocratie tchèque, les marxistes historiques tels que Šmeral, tenant bon dans leur volonté de maintenir l'intégrité territoriale de l'Autriche-Hongrie, vont justement continuer à se battre d'une certaine manière, non pas en faveur de la puissance belligérante autrichienne, mais en tout cas en faveur du maintien de ce cadre, et donc du coup, oui, d'une certaine manière, du maintien de l'Empire. Alors après, sur quelle modalité, ça, c'est pas forcément précisé. Donc si conséquence il y a eu, nous pouvons donc envisager qu'elle se firent qu'ultérieurement. Et donc j'en viens à mon grand 3 que je vais traiter très brièvement les conséquences à retardement des événements de 17 en Tchécoslovaquie. Donc paradoxe qu'il en est, c'est à retardement que se manifestèrent les conséquences de la révolution russe et de la rupture entre sociodémocrates et futurs communistes en Tchécoslovaquie. Il reste encore une petite minute. Il reste 3 minutes. Ah ok, bon, c'est bon. Après l'apaisement nationaliste post-indépendance, Bohumir Šmeral, donc l'un des leaders de la social-démocratie, dirigeant durant la guerre, mais qui va se retrouver complètement discrédité face à la montée de la branche nationaliste, crée un courant au sein du parti qui va s'appeler gauche marxiste. Donc il faut savoir qu'on est toujours dans le parti social-démocrate tchèque. Simplement, il va créer une sorte de tendance à l'intérieur, en opposition justement, sur laquelle on va trouver la future base de scission du Parti communiste tchécoslovaque et du CSSD qui était et qui est l'actuel Parti social-démocrate tchèque. Donc d'un côté, le courant national décentralisateur, s'identifiant parfaitement avec le nouvel État, devenant le Parti socialiste de la nation tchèque, dont les prémices étaient déjà constatables au début du XXe avec la rupture post-congrès de Vienne en 1905, et de l'autre, le courant internationaliste marxiste, dont l'internationalisme était imbriqué dans l'État autrichien et qui va rejoindre le Comintern un petit peu plus tard, combattant le nouvel État tchécoslovaque, voyant en celui-ci un instrument de domination sociale et nationale. Donc on a là deux rapports à l'État qui sont on ne peut plus distincts, et outre le fait de s'inscrire dans ce processus de l'État-nation, il en devint un véritable pilier, notamment le premier président de la Tchécoslovaquie, non socialiste mais très proche de la social-démocratie, réussit cet exploit de rassembler ses composantes sociales hétérogènes en les faisant rentrer dans la coalition gouvernementale. Cependant, les sociodémocrates payèrent entre guillemets cette intégration car ils ne purent contrôler la radicalisation ouvrière des années 20 qui marqua un véritable tournant entre les élites du Parti socialiste et la base ouvrière. Donc fin 1919, crise de la social-démocratie qui va se scinder en deux branches, une aile droite s'organisant pour défendre la République face aux anarcho-communistes, menaçant l'existence même de la République et l'avenir du prolétariat tchèque, et une aile gauche, dite gauche marxiste, réclamant une, je cite, politique de classe pour le mouvement ouvrier indépendante de tout parti bourgeois. Donc considération importante pour saisir le cours événementiel de la situation et les ruptures progressives post-révolution, scindant à terme en deux le socialisme tchèque, qu'il faut encore distinguer du socialisme allemand de Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres, qui sera encore un autre objet d'étude sur lequel malheureusement je ne peux pas discuter aujourd'hui. En septembre 1920, la crise devient ouverte. Lors du congrès, la gauche marxiste, ayant derrière elle la majorité des adhérents et des électeurs du parti, ne parvint à être majoritaire parmi les dirigeants et les parlementaires. Et donc l'enjeu va devenir la question du devenir du siège du parti et de la presse de l'organe de presse, pardonnez la répétition, du Lode Plavo, qui appartenait justement à l'ancien dirigeant Antonín Němec. Et donc du coup, pour des raisons de propriété, les dirigeants qui ont été mis en minorité vont saisir cet argument pour que la police chasse les ouvriers occupant le siège historique et le restitue au cadre du parti. Donc à partir de là, la rupture est totalement consommée. Le lendemain, des grandes manifestations ont lieu dans tout le pays. D'abord pour dénoncer la répression de la police alliée entre guillemets des dirigeants sociodémocrates, puis va s'élargir des revendications sociales. Donc là, j'avais quelques exemples aussi de journaux d'époque qui illustraient bien ça. Et l'aile droite de son côté, l'aile droite du Parti social-démocrate s'enracina et mêla son existence à la République dans un modèle, toute proportion gardée, soutenant la comparaison avec le socialisme jaurésien. Bien que quelques années se sont écoulées, car là on est donc dans les années 1920, la patte de la révolution d'octobre et de la prise de pouvoir des bolcheviks est bien visible. On attesta le rattachement ultérieur au Comintern par l'adhésion aux différents points de la Troisième Internationale de la part de Šmeral et de sa ligne. Et donc, je vais conclure en deux phrases. En conclusion, contrairement à celle de 1905, la révolution d'octobre 1917 ne se manifesta pas par un phénomène de contagion révolutionnaire observable dans d'autres territoires allemands comme l'Allemagne, la Hongrie ou par extension la Slovaquie. Il se constitua presque toujours, en reprenant les écrits de l'historien de référence Jacques Rupnik,
Donc j'avais ramené ici un exemplaire de son ouvrage phare, L'histoire du Parti communiste tchécoslovaque. Il se manifesta donc une fois la vague révolutionnaire européenne retombée et l'échec de la révolution soviétique. Donc pour reprendre la dialectique schmeralienne, ils optèrent pour une évolution progressive vers le communisme, qui prit certes plus de temps, mais le mit en position majoritaire à gauche. Donc voilà. Merci beaucoup.